Bonjour. Donc voilà, on m'a demandé de venir vous parler de la prophylaxie post-exposition sexuelle et plus spécifiquement dans le cadre d'agressions sexuelles. Donc je vais tout d'abord aborder la problématique du VIH et notamment quelques données épidémiologiques. Ensuite, la prophylaxie VIH, la prophylaxie hépatite B, hépatite C et des autres infections sexuellement transmissibles. Ici, c'est une carte de l'OMS de 2011 qui montre le nombre de personnes, adultes ou enfants, vivant avec le VIH de par le monde. On établit qu'il y a à peu près 34 millions de personnes qui sont séropositifs, dont 2/3 vivent en Afrique subsaharienne, comme vous vous en doutez. Ces diaci pourraient tout à fait superposer, c'est le nombre de personnes qui sont décédées du VIH, adultes ou enfants, sur l'année 2011, et on a un total d'à peu près 1 700 000 personnes qui sont donc décédées du sida en 2011, avec également une prépondérance en Afrique avec 1 200 000 personnes. En Belgique, quelle est la situation ? On voit au fur et à mesure des années, depuis la découverte du HIV, que le nombre de nouveaux cas dépistés par an augmente, et spécialement fin des années 90, début des années 2000. Donc le pic a été atteint en 2010, où on a eu 1198 cas sur l'année 2010. En 2011, on a été légèrement plus bas avec 1177 nouveaux cas, mais ça reste à peu près l'équivalent de 3,2 nouveaux cas diagnostiqués par jour sur l'année 2011. Ce qui est quand même intéressant à voir également sur ces dias, c'est qu'en orange foncé, c'est le pourcentage de la population de personnes belges vivant en Belgique qui ont un nouveau diagnostic, et en orange plus clair, c'est les personnes d'origine africaine, d'Afrique subsaharienne vivant en Belgique. Et on voit également que depuis donc début des années 2000, fin des années 1990, qu'on a une nette augmentation parmi la population belge. Et ça est dû essentiellement au fait qu'on retrouve beaucoup plus maintenant de cas de séropositivité parmi la population homosexuelle, qui a nettement moins peur du virus du HIV, probablement parce qu'il existe maintenant des molécules qui sont beaucoup plus faciles d'accès, qui sont beaucoup plus faciles à prendre, qui ont moins d'effets secondaires, et donc malheureusement on voit du coup un nombre de personnes séropositives qui continue à croître. Alors, quelle est la prophylaxie par rapport au virus du HIV ? Tout d'abord, quel est le risque de transmettre le virus lors d'une exposition? Donc évidemment, c'est la transfusion qui est l'exposition la plus à risque, avec un risque de transmission de 90 à 100%. Maintenant, dans les cas d'exposition sexuelle, on voit que c'est le rapport anal réceptif qui est le plus à risque, avec évidemment, si la personne source ou l'agresseur est séropositif, un risque qui est de 0,1 à 3% de contamination par rapport sexuel. Le rapport vaginal réceptif est également important, avec un taux de 0,1 à 0,2%, mais vous voyez que par exemple les rapports vaginaux insertifs ou anaux insertifs sont nettement plus faibles, de même que les rapports oraux. Les seuls qui sont vraiment à risque sont des rapports oraux réceptifs avec éjaculation. Le reste, on a vraiment un risque très très faible de transmission. Qu'en est-il dans le cas des agressions sexuelles ? En fait, on n'a pas de données claires, mais on a une étude que je trouvais intéressante qui a été réalisée dans une prison de Rhode Island, qui montrait que si on faisait un dépistage chez toutes les personnes qui allaient être incarcérées pour une agression sexuelle, on voyait que 1% étaient séropositifs. Par contre, si on faisait un test de dépistage parmi toute la population carcérale, on était à un taux de 3%, alors que dans la population mâle générale de cette région-là, on était à un taux de prévalence de 0,3%. Donc ça veut quand même dire qu'on a 3 fois plus de personnes séropositives parmi les agresseurs sexuels que dans la population générale.
Il y a un modèle mathématique ici qui a été fait, qui est assez large, mais qui estime qu'on augmente le risque de transmettre le virus du HIV de 2,4 à 27,1 lors d'une agression sexuelle. Cela est dû à des effets cumulatifs comme le risque plus important d'avoir des lésions génitales, d'avoir de multiples agresseurs et également une probabilité accrue, comme je viens de le dire, que l'agresseur soit infecté par le virus du VIH. Alors, le but de la prophylaxie post-exposition est évidemment d'empêcher la réplication virale et surtout d'empêcher le virus qui se situe donc au niveau de la muqueuse génitale de disséminer et donc d'empêcher l'infection par le VIH. On a peu de données sur l'efficacité en post-exposition sexuelle. On se base essentiellement sur des données qui ont été faites sur des modèles animaux, mais également sur des essais cliniques dans le cadre d'une transmission mère-enfant aussi. On sait bien qu'en donnant une prophylaxie, on diminue nettement le risque que l'enfant soit contaminé. Dans le cadre également de prophylaxie donnée dans le cadre d'accidents de travail, on a là des chiffres bien objectifs. Et c'est sur base de cela qu'on s'est basé pour instaurer une prophylaxie post-exposition sexuelle. Alors, même si ces données ne sont pas evidence-based, on montre quand même bien que l'initiation du traitement doit être débutée dès que possible. Il faut essayer de le faire, si possible, dans les 2 heures, et vous verrez, j'en parlerai beaucoup plus après, mais il ne faut pas aller au-delà des 72 heures. Et ce traitement doit être maintenu pour une durée de 28 jours. Alors, j'ai retrouvé 2 études qui ont été réalisées dans le cadre d'agressions sexuelles. La première a été réalisée au Brésil, à Sao Paulo. Et donc, on a pris un échantillon de femmes victimes de viol et on leur a donné une trithérapie, à condition donc que le viol ne date pas de plus de 72 heures. Il fallait qu'il y ait eu pénétration, qu'il y ait eu donc agression établie et évidemment que l'agresseur ne soit pas séronégatif. Le traitement a été donné pendant 28 jours et on voit que toutes les personnes qui ont bénéficié du traitement, sur les 180 femmes traitées, il n'y a eu aucune séroconversion. Par contre, sur les 145 femmes qui n'ont pas été traitées, il y a eu 4 séroconversions. C'est un échantillon trop petit pour en déduire quoi que ce soit, mais au moins ça donne déjà une indication. La deuxième étude, c'est en Afrique du Sud, où là, on a fait une bithérapie sur 480 victimes de viol qui étaient, au moment du viol, séronégatives et on fait un suivi à 6 semaines. Il y a eu 2 séroconversions, une qui est probablement due au fait que la trithérapie n'a été débutée qu'après 96 heures et la seconde qui n'avait pas reçu de trithérapie parce qu'elle s'était présentée 12 jours après l'agression. Alors pour instaurer un traitement, il faut se baser sur plusieurs choses et bien évaluer le risque également que court la victime. Tout d'abord, ça je le détaillerai à la dia suivante, ce qui est important est de savoir le type d'exposition. Ce qui est également important, et malheureusement dans le cadre d'agressions sexuelles on le sait peu, c'est l'identification de la source. Donc évidemment, il est intéressant de savoir si l'agresseur est bien séropositif ou pas. S'il est séropositif, s'il a déjà bénéficié d'un traitement, parce que s'il est sous trithérapie bien contrôlée avec une charge virale indétectable, le risque de transmettre le virus est très faible. Par contre, s'il est sous traitement mais pas compliant avec une charge virale élevée, on a non seulement un risque de transmettre un virus, mais le risque de transmettre un virus résistant et pour lequel des molécules plutôt de seconde ligne devraient être nécessaires. Les facteurs de risque qui vont augmenter la transmission, c'est s'il existe une infection sexuellement transmissible concomitante, comme des lésions d'herpès, de syphilis. Également, s'il y a eu des saignements pendant le rapport, ou bien si la personne est réglée, s'il y a des brèches muqueuses, des ulcères bucco-génitaux. Le cas, évidemment, de partenaires sexuels multiples. Et donc, en fait, tous ces éléments, tous ces facteurs de risque peuvent se retrouver dans le cadre d'une agression sexuelle où donc on comprend bien que le risque est majoré.
Ici, ce sont les recommandations de l'INAMI de 2009, montrant donc en fonction du type d'exposition s'il y a une indication ou pas à débuter une trithérapie. Et donc, je vais essentiellement vous montrer la dernière ligne. Et donc, dans le cadre d'agression sexuelle, que le rapport soit anal réceptif, vaginal réceptif, anal ou vaginal insertif et oral réceptif avec éjaculation, quel que soit le statut de l'agresseur, on recommande de débuter une trithérapie. Et donc, débuter la trithérapie, ça doit se faire le plus tôt possible. Ça, clairement, les études ont montré que plus tôt on agit, plus on a des chances d'efficacité. Donc, idéalement, dans les 2 heures et toujours avant 72 heures. Au-delà de 72 heures, l'efficacité est discutable et donc on a un rapport coût-bénéfice qui n'est plus avantageux. Et le traitement doit être poursuivi pour une durée de 28 jours. En cas de doute ou d'informations inconnues, on peut toujours débuter la trithérapie jusqu'à ce qu'on récupère des informations complémentaires. Il vaut mieux débuter trop vite quelque chose et se rendre compte que c'était pas utile et l'arrêter après 3-4 jours que de ne pas le débuter et de se rendre compte a posteriori qu'il était nécessaire de le faire. De toute façon, quand on commence un traitement, le patient doit être revu dans les 3 à 4 jours par l'infectiologue qui va donc de 1 voir si l'indication est bien posée, mais également s'assurer que la tolérance au traitement est correcte. Alors, le choix de la prophylaxie. Donc, on a en général, en fonction du type d'exposition, des facteurs de risque, on va discuter si on instaure une bi- ou une trithérapie. Dans le cas d'une agression sexuelle, on va plutôt partir vers une trithérapie pour ne pas courir de risque. Ce qui est intéressant, que je vous le disais, est de savoir si la source a également un traitement ou pas. Il faut toujours expliquer également les effets secondaires qui ne sont pas anodins. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et il faut également tenir compte des antécédents et du traitement de la victime, parce que ce sont des molécules pour lesquelles il y a énormément d'interactions médicamenteuses, et donc il faut bien avoir en tête les traitements qu'elle prend. Voilà les molécules qui sont disponibles et pour lesquelles il existe un remboursement dans le cadre d'une prophylaxie. On va en général associer 2 inhibiteurs de la transcriptase reverse. Le plus souvent, c'est le Combivir qui contient de l'épivir et du rétrovir. C'est un comprimé 2 fois par jour et on va les associer à des inhibiteurs de protéase. Et le traitement qu'on donne en général est le Kaletra, où là, c'est 2 comprimés à prendre matin et soir. Donc, pendant 28 jours, la personne va devoir prendre 3 comprimés matin, 3 comprimés le soir, ce qui est assez difficile à suivre, d'autant plus que les effets secondaires comme des nausées, des vomissements, les diarrhées avec le Kaletra sont quand même importants, surtout au tout début du traitement. On voit que ça diminue au fur et à mesure, mais certaines personnes restent malades pendant le mois entier. Alors dans le cas d'agression, on a également vu que la compliance au traitement était moins bonne, parce que le fait de prendre le traitement, évidemment, rappelle tous les jours à la personne, même 2 fois par jour, qu'elle a un risque d'attraper le sida et ça lui rappelle également son agression. Donc la compliance est difficile. Ici, je vous ai mis, je ne sais pas si on voit bien, c'est simplement 2 petits tableaux à titre informatif par rapport aux inhibiteurs de la transcriptase reverse pour les dosages chez les enfants. Donc l'indication d'une trithérapie chez l'enfant est vraiment tout à fait limitée. Donc là, il faut vraiment faire appel aux pédiatres. Et si on instaure un traitement, il faut faire appel à des pédiatres qui connaissent ces médicaments-là, parce que c'est quelque chose vraiment de très très spécialisé. Donc ici, je vous remets les effets secondaires, mais comme je vous l'ai déjà dit, essentiellement des nausées, de la fatigue, des troubles digestifs, des diarrhées, c'est vraiment les problèmes principaux. Alors, à partir du moment où on établit que la personne a un risque d'avoir été contaminée par le virus et qu'on instaure donc la trithérapie, il faut bien lui expliquer en salle d'urgence que les rapports sexuels qui auront lieu pendant les 3 mois qui suivent doivent absolument être protégés par un préservatif. Il faut évidemment pas donner de sang ni de faire de don d'organes, pas de grossesse non plus, et que si jamais la personne va développer de la fièvre, des ganglions, un rash, il faut toujours penser à une primo-infection HIV.
Alors ce traitement coûte assez cher. Si on prend le traitement de base et donc le moins cher qui consiste en Combivir Kaletra, on est à peu près 530 € pour le mois de traitement. L'INAMI a une convention et détermine donc que si ce traitement a été donné dans un des 9 centres de référence belges, il prend totalement en charge le montant de la trithérapie. Ça doit se faire également, la prescription des médicaments doit se faire selon les derniers guidelines et il faut évidemment qu'il n'y ait pas une prise en charge par une assurance complémentaire. Maintenant, attention que l'INAMI ne va pas prendre en charge les frais liés aux consultations, la consultation en salle d'urgence, au laboratoire, à des vaccinations éventuelles, à des antibiotiques éventuels, à la pilule du lendemain. Alors ici, je vous ai mis les différents centres de référence belges. Il y a beaucoup de choses au niveau du VIH qui vont bouger dans les mois qui viennent, mais officiellement, ce sont les 9 centres qui peuvent délivrer le traitement avec une prise en charge par l'INAMI. Et donc, au niveau Belgique francophone, on a l'hôpital Saint-Luc à Woluwe, l'hôpital Erasme, l'hôpital Saint-Pierre, donc tout ça pour Bruxelles. Et en Wallonie, on a le CHU de Charleroi et le CHU de Liège. Par exemple, nous, à Namur, comme on travaille beaucoup avec Saint-Luc, on a également le kit en salle d'urgence, mais on doit passer par Saint-Luc pour pouvoir bénéficier de l'INAMI. Je sais que le CHR a également le même genre d'accord avec le CHU de Liège, et je pense qu'à Mons, il y a également des accords comme ça qui peuvent se faire. Mais donc, ça veut dire que vous, en salle d'urgence, dans un petit hôpital périphérique, vous n'avez pas accès à ces molécules, et donc il faut les envoyer vers des structures plus importantes, et surtout vers des structures où vous êtes certain que la trithérapie sera accessible. Alors le deuxième point dont je voulais parler, c'était la prophylaxie contre l'hépatite B. Le risque de transmettre le virus de l'hépatite B par relation sexuelle est de 20 à 30%, donc ce qui est énorme si la personne source a une hépatite B active, donc a des antigènes HBS positifs, HBE positifs. Il est toujours utile de faire la vaccination de l'hépatite B, si possible dans les 24 à 72 heures, mais on peut même la faire dans les 7 jours qui suivent l'agression. C'est un schéma en 3 doses, donc on fait une dose AJ0, une dose 1 mois après et une dose 6 mois après, avec un contrôle des anticorps 1 à 2 mois après la dernière dose. On peut, et ça, la prochaine dia, je vous en parle, donner des gamma-globulines. Ça reste dans des cas de situation bien limités, d'autant plus qu'il n'y a pas de prise en charge financière au niveau des gamma-globulines et qu'on est plus ou moins à un montant de 400-500 € uniquement pour la dose de gamma-globulines chez un adulte. Alors ici, c'est un tableau selon les recommandations américaines de prise en charge face au risque de l'hépatite B. Et je vais essentiellement me concentrer ici sur la dernière colonne. Si on considère qu'on ne connaît pas le statut de la source, ce qui est le plus souvent. Donc, si on ne connaît pas le statut de l'agresseur et qu'on sait que la victime n'a pas été vaccinée, à ce moment-là, on commence directement le schéma de vaccination en salle d'urgence. Ou si ça n'a pas été fait en salle d'urgence, nous, on le refait lors de la consultation dans les 3 à 4 jours qui suivent. Si la victime est vaccinée et sait qu'elle est correctement immunisée, à ce moment-là, il n'y a rien à faire, on n'est pas inquiet. Si maintenant la victime a été auparavant vaccinée, mais on sait qu'elle n'a pas d'anticorps, on est quand même embêté. Et donc, si l'agresseur est une personne qu'on considère personne à risque, mais vu qu'elle est agresseur, on va la considérer comme personne à risque, à ce moment-là, on refait une dose de vaccination, mais il y a également une indication de donner des immunoglobulines. Par contre, si la personne a été précédemment vaccinée et qu'on ne connaît pas son statut sérologique, on ne fait pas de traitement en salle d'urgence, on contrôle de toute façon la sérologie et quand on la revend en consultation 3 jours après, si elle n'a pas été suffisamment immunisée, on refait une dose de vaccination.
Concernant l'hépatite C, ici c'est assez bref puisqu'il n'y a pas de prophylaxie possible en salle d'urgence. La seule chose à faire est d'avoir un suivi régulier et lorsque on voit une séroconversion, à ce moment-là, faire une PCR, faire un génotype et envoyer la personne chez un hépatologue pour une prise en charge correcte. Mais en salle d'urgence, en tout cas, il n'y a aucune prophylaxie possible contre l'hépatite C. Les choses vont probablement changer dans les années à venir avec toutes les nouvelles molécules qui sortent sur le marché, mais actuellement, en tout cas, il n'y a pas de prophylaxie. Et enfin, je vais vous parler des autres infections sexuellement transmissibles et notamment du gonocoque. Ici, c'est un tableau qui a été publié par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui montre l'augmentation des résistances du gonocoque aux antibiotiques qu'on donnait classiquement, comme la ciproxine ou même comme l'augmentin. On voit par exemple à la ciproxine qu'on a une résistance qui est au-delà de 50%. Et donc, quel est le traitement recommandé pour les infections à gonocoque? C'est de faire une injection en intramusculaire de ceftriaxone 1 gramme en dose unique. Pour l'enfant, on fera une dose de 125 mg également en intramusculaire en dose unique. La prophylaxie du chlamydia, on peut donner de l'azithromycine. Ce sont des comprimés de 500 mg et donc on leur donne 2 comprimés pour faire 1 gramme et ça, c'est également en dose unique. C'est beaucoup plus facile à tolérer, beaucoup plus facile à prendre pour le patient que les recommandations avec la doxycycline, 100 mg 2 fois par jour pendant 7 jours. La doxycycline donne quand même beaucoup d'effets secondaires au niveau digestif, nausées, vomissements. Donc si on doit associer la doxycycline à la trithérapie, ça devient quasiment impossible à tolérer d'un point de vue digestif. Je vous ai également mis les doses en pédiatrie où la doxycycline est contre-indiquée en dessous de 8 ans. Concernant le risque de trichomonase Gardnerella, on peut donner du métronidazole. On ne le fait pas systématiquement. À partir du moment où il y a eu des prélèvements en salle d'urgence, on peut aussi se permettre d'attendre de voir les résultats des prélèvements avant de donner donc les 2 grammes de flagile. Ça, c'est un schéma que nous avons dans notre service à l'hôpital pour le suivi des patients lorsqu'il y a eu une exposition à risque. Mais donc, quand la personne arrive en salle d'urgence, ce qu'il faut faire, c'est faire une prise de sang avec un hémogramme, des enzymes hépatiques, une fonction rénale et évidemment faire les sérologies syphilis, hépatite B, hépatite C, HIV. Et un test de grossesse. Si nécessaire, faire les prélèvements locaux spécifiques avec une PCR gonocoque et chlamydia et également faire une recherche trichomonase. Si l'agresseur ou la personne source est présente et de bonne disposition, on peut également lui faire une prise de sang, ce qui simplifiera beaucoup les choses, en faisant une sérologie HIV avec une charge virale, un dosage des CD4, également un génotype pour voir si elle est porteuse d'un virus résistant ou pas, mais ça malheureusement ça va mettre une quinzaine de jours avant d'avoir la donnée. Vérifier si elle est hépatite B active, donc en dosant les antigènes HBS, faire un dosage également hépatite C, syphilis, voilà. Si donc, après ça, on a considéré que la personne est à risque et qu'on donne une trithérapie, comme je vous le disais, il est nécessaire de la revoir dans les 3 à 4 jours pour voir si elle tolère les médicaments, si elle a bien compris la prise des médicaments et voir si l'indication est toujours d'actualité. Si c'est le cas, on doit continuer pendant 28 jours. On revoit donc au plus tard les personnes à 1 mois. En général, moi j'aime bien les revoir encore 1 semaine après pour refaire une petite prise de sang, s'assurer que la tolérance aux médicaments, vérifier l'urée, la créate, la fonction hépatique sont bien correctes. On les revoit à 1 mois pour faire une sérologie HIV, refaire éventuellement la 2e dose de vaccination hépatite B, faire les sérologies hépatite C et syphilis. Attention que les personnes qui ont pris une trithérapie ont un faible risque de développer des anticorps à 1 mois, juste à l'arrêt du traitement. On a plus de chances de voir apparaître les anticorps encore 1 mois après l'arrêt du traitement. Raison pour laquelle
on les revoit en général à 1 mois, mais aussi à 2 mois, et puis à 3 mois post-exposition où on refait une sérologie HIV, hépatite C et syphilis, et également 6 mois post-exposition. Alors le 6 mois, c'est un délai qui est très très long. Officiellement, dans les cas d'agression sexuelle et également par exemple dans les cas d'accidents professionnels, on est quand même obligé d'un point de vue légal d'avoir des contrôles à 6 mois. Donc, en conclusion, j'insiste parce qu'on a déjà eu des coups de fil de personnes qui nous disaient qu'ils avaient été en salle d'urgence et où on leur avait dit qu'il fallait patienter, contrôler la sérologie dans 3 semaines ou 1 mois. C'est pas vrai. Il existe une prophylaxie qui est efficace et donc surtout, il faut donner la prophylaxie si c'est nécessaire. Cette prophylaxie doit être donnée donc dès que possible, en tout cas au grand plus tard, on dit 48 à 72 heures, et il ne faut pas hésiter à vous référer au centre de référence que je vous ai indiqué, et ne pas oublier non plus les autres types de prophylaxie, donc les hépatites B, mais également les maladies sexuellement transmissibles, et alors évidemment, quand on peut, essayer de connaître le statut de la source. Ça, c'est toujours quelque chose d'important. Voilà. Merci.